aujourd'hui pour un retailer, en tout cas dans sa première acception, parce que ça permet d'aller générer de la performance pour une marque. Je suis une marque, j'investis en retail média parce que vous avez la capacité de me démontrer que cet argent investi sur vos supports va générer plus de ventes que si je faisais une publicité en télé ou sur du digital classique. Comment définir l'éligibilité d'un retailer à faire du retail média? Est-ce qu'il y a une taille minimum? Est-ce qu'il y a un assortiment minimum? Comment on fait pour... Tous les retailers sont-ils éligibles à ça? Alors, c'est une vraie bonne question et je pense qu'il y a à peu près autant de réponses que j'ai de retailers, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une question de catégorie. Si vous êtes sur des logiques pharma, par exemple, vous avez une capacité à aller faire du retail média avec un chiffre d'affaires ou une GMV finalement assez faible parce que vous avez un produit très spécifique et des marques qui ont des budgets importants avec des contraintes de diffusion extrêmement fortes, que ce soit en télé, en radio ou ce que vous voulez sur l'ensemble des médias. Donc là, vous avez un produit qui a une valeur extrêmement importante. Donc là, c'est très facile, très rapidement, d'aller générer du revenu en retail média. Quand vous êtes sur des catégories où vous êtes sur de l'électronique, par exemple, vous avez en face de vous Amazon, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une proposition de valeur équivalente à celle d'Amazon. Donc, la taille minimum pour être éligible à un vrai business de retail média est forcément beaucoup plus importante. Parce que vous avez besoin d'avoir un scale fort, une taille importante pour pouvoir diffuser un volume de publicité significatif à des prix qui sont somme toute assez comparables à ceux que propose Amazon pour générer une performance équivalente. Bonjour et bienvenue sur les Digital Doers. Depuis 2019, je prends le temps de rencontrer celles et ceux qui façonnent et transforment le commerce en France, des dirigeants de marques, d'enseignes, de plateformes, de DNVB ou de solutions qui vivent de l'intérieur les grandes mutations du commerce. Ici, pas d'interview formatée, j'aime les conversations longues, franches et analytiques, celles qui permettent de prendre de la hauteur, de comprendre les choix stratégiques, les contraintes, les arbitrages et les convictions, que ce soit en mode one-to-one ou dans des formats thématiques. Nous parlons de distribution, de marché, de proposition de valeur, d'évolution des comportements d'achat, mais aussi de technologie et de solutions. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode. Pour en être notifié, vous pouvez vous abonner à la plateforme d'écoute de votre choix. Enfin, pour suivre l'actualité du podcast et de notre écosystème, vous pouvez également me retrouver sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, ainsi que sur mon groupe WhatsApp et bien évidemment sur lesdigitaldoers.com. Tous les liens sont en description de cet épisode. Bonne écoute, toujours sans coupure. Le retail média s'impose aujourd'hui comme l'un des sujets les plus stratégiques du commerce. En France, il représente déjà plus d'1 milliard d'euros et continue de croître à 2 chiffres. Mais derrière ces chiffres, une question se pose. De quoi parle-t-on vraiment ? Pendant longtemps, le retail média a été perçu comme une extension du e-commerce, quelques bannières, un peu de search sponsorisé, un levier marketing parmi d'autres. Mais cette lecture est en train de changer. Parce que le retail média ne se limite plus à des formats publicitaires, il s'appuie sur la donnée transactionnelle, il influence la visibilité des produits, il redessine la relation entre les marques et les distributeurs et il vient de plus en plus s'ancrer dans le magasin physique. Autrement dit, il ne s'agit plus seulement d'un levier d'activation, il devient une infrastructure. Alors que change réellement cette bascule? Est-ce un nouveau relais de croissance pour les distributeurs ou alors une transformation plus profonde de leur modèle économique? Comment concilier monétisation, expérience client et exigence croissante de mesure et de transparence? Et surtout, quel rôle va jouer le magasin dans cette nouvelle équation? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Alexis Marcombe, CEO d'Unlimitail. Avec lui, nous allons structurer cette conversation en 5 temps. D'abord, comprendre comment le retail média a changé de nature ces dernières années, puis analyser son rôle dans le modèle économique des retailers, avant de revenir sur la réalité opérationnelle et les défis concrets de mise en œuvre. Nous aborderons ensuite la question centrale de la data
et de la mesure de la performance. Et nous terminerons enfin par une projection sur l'avenir de Retail Media, notamment sa place dans les magasins physiques. Alexis, bonjour, bienvenue. Avant de commencer, peux-tu te présenter en quelques mots ? Merci, bonjour, merci de me recevoir. Je suis Alexis Marcombe, le CEO d'Unlimitail. Ça fait un peu plus de 20 ans que je travaille dans le digital et différentes régies. J'ai un parcours très orienté pub digital et data. J'ai commencé il y a une vingtaine d'années dans une régie qui s'appelait iMedia à l'époque. Ensuite, j'ai monté une société qui s'appelait Audience Square qui traitait en programmatique tous les ce qu'on appelait les unsold des grands médias français, et on était un des premiers à ce moment-là à avoir une DMP, à commencer à traiter la donnée, créer des segments et lancer ça en programmatique. Ensuite, je suis allé accompagner le Figaro pour les aider à digitaliser et accélérer sur tous les aspects digitaux, et finalement ensuite Carrefour pour aller finalement lancer le retail média d'abord en France, puis dans l'ensemble des pays. Et c'est de cette initiative finalement de laquelle a émergé Unlimitail, qui est la joint venture entre Carrefour et Publicis pour traiter de l'ensemble des sujets de retail média. Pour Carrefour, pour Publicis, c'est proposer à l'ensemble des retailers en Europe et en Amérique latine des solutions pour monétiser, valoriser leurs inventaires et les mettre en relation avec les marques. Unlimitail, ça fait combien de temps que c'est créé ? Ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant. Un peu plus de 2 ans. Et en 2 ans, on est maintenant dans 21 pays. On travaille avec 35 retailers sur un peu plus de 120 sites. Évidemment, pas que chez Carrefour. Heureusement pas que chez Carrefour. C'était toute la promesse. Ouais. Et aujourd'hui, cette année, Carrefour va représenter à peu près un tiers de notre ad spend au global. Donc le pari est réussi d'avoir créé un vrai network européen omnicanal pour les retailers. C'est important, la spécialisation des retailers, d'avoir différents types de retailers, parce que Carrefour, c'est un générique, entre guillemets. On est très food sur Carrefour. Et effectivement, c'était important de pouvoir proposer en fait toutes les verticales. Et c'est vrai que si on regarde aujourd'hui notre offre, on va travailler avec Kingfisher, par exemple, sur toute la partie de brico, de do-it-yourself. On va avoir du May Origin sur la partie beauté. On va travailler avec Rewe en Allemagne, toujours sur la partie alimentaire, mais également avec MediaMarkt, Saturn, qui est l'équivalent de Fnac Darty dans une quinzaine de pays. Donc on a vraiment cette dimension, on va aller chercher chaque verticale, le champion de la catégorie, pour avoir une offre qui permet vraiment de couvrir tous les besoins de l'ensemble des marques. Merci pour cette présentation. Effectivement, tu es un homme du CRI, tu es un homme de la communication, de la publicité dans le digital. On va le voir, le digital, il n'y a pas que ça, il y a aussi le physique. On a commencé à en parler un peu en introduction. Tout à fait. En introduction également, je disais que le retail média a changé de nature. Oui. Le retail média, ça a quelques années, c'est pas hyper vieux. Dans la définition qu'on pouvait lui donner, principalement digitale, quand on a commencé à parler de ça, des grands acteurs comme Amazon ont développé très largement cette offre de retail média. Comment on peut la définir aujourd'hui, début 2026 ? Quels sont les changements qui ont été déjà identifiés, qui sont à l'œuvre ? Alors, c'est une très bonne question et je pense qu'on pourrait faire 12 podcasts pour y répondre. Donc, je vais essayer de le faire un petit peu simplement en regardant d'où ça vient. Le retail média, il a quasiment été inventé par Amazon avec les sponsor products et ils ont accompagné, ils ont développé en fait une solution pour les marques d'être mises en avant sur leur plateforme. Ensuite, ça a été repris par d'autres retailers, essentiellement dans une dimension digitale. Toujours avec de la performance, je mets en avant du produit sponsorisé sur mon site pour faire remonter mes produits. Walmart a commencé à se mettre sérieusement dessus, d'autres gros acteurs américains, et mécaniquement, tout ce qui se passe aux US arrive en France. Ça, c'est l'histoire que nous racontent les Américains. La réalité, en fait, c'est que le retail média est né quasiment en France il y a une quarantaine d'années avec 2 sociétés européennes. Une première qui est française, s'appelle Média Performance, la seconde qui est InStore Media en Espagne et qui ont commencé en réalité à mettre en avant de la publicité à l'intérieur des magasins pour promouvoir les marques finalement et leurs produits. Ça avait quelle forme ? Et ça avait la forme que ça a finalement aujourd'hui avec des stop rayons qui vous expliquaient que vous en aviez 3 pour le prix de 2 et on n'a pas réinventé la roue à ce niveau-là. Est-ce qu'on pense à la petite télé avec le démonstrateur en image à l'intérieur du produit technique on pourrait imaginer ça. Alors ça se fait beaucoup effectivement dans le bricolage. Mais donc, le retail média, ça a plusieurs formes en fait. Si on doit pouvoir le résumer, c'est de se dire, je mets en contact une marque avec des clients
Et finalement, ce qui va changer par rapport à du média très classique, c'est les capacités de mesure qu'on va avoir. C'est-à-dire que ce qui va différencier vraiment le retail média de n'importe quelle autre activation, c'est le fait que la mesure se fait directement sur l'analyse des transactions en caisse. J'affiche une publicité ou dans un magasin sur un site internet et je suis capable dans la demi-heure, la seconde, l'heure qui suit, d'aller mesurer si le produit a été acheté ou pas. C'est l'attribution. Performance. Exactement. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, le retail média, tu viens de le dire, il est quand même très lié à la donnée. Plus que jamais, la donnée transactionnelle. Absolument. C'est ce qui diffère aussi du média, du search classique, où pour un annonceur, l'attribution est pas aussi simple. Là, elle est beaucoup plus certaine. Elle est certaine quand c'est bien fait. Donc elle n'est pas peut-être, c'est je sais que j'ai affiché une publicité, je sais si j'ai vendu ou non. Et après, la question, c'est comment est-ce qu'on le fait à l'extérieur. Et je vais y revenir. Mais c'est vrai que le retail média, en réalité, est extrêmement mal nommé. C'est avant tout une question de données. Le retail média n'existe pas sans données. C'est la donnée qui permet le ciblage, c'est la donnée qui permet la mesure. Et finalement, comme dans tout ce qui touche aux médias, la partie de l'activation est la partie extrêmement simple, j'ai envie de dire. Ce qui est compliqué, c'est à qui je dois parler, comment je traite les données en amont pour m'assurer que je parle aux bonnes personnes et que je leur parle, entre guillemets, au bon prix, en ayant décidé que le prix à payer pour cette typologie de personnes, c'est celle-ci. Je vous prends un exemple tout bête. Vous achetez un soda. Peut-être que si vous en achetez un pack de 6 2 fois par semaine, peut-être que je vais avoir moins besoin de vous parler que si vous en achetez une fois tous les 6 mois et que par ailleurs vous mixez avec des produits concurrents. Il n'y a pas d'intérêt à faire la promotion d'un produit qu'on achète toutes les semaines. Ça, je peux avoir un intérêt à m'assurer qu'il y a du réachat, mais je vais peut-être investir un petit peu moins sur cette personne que je sais extrêmement engagée sur une marque par rapport à une personne qui l'est moins. Et donc, je vais aller payer beaucoup plus cher au coût contact, finalement, une personne moins engagée par rapport à une personne qui l'est énormément. Ça se fait quand on est capable de traiter la donnée. Et c'est sur cette logique-là que je vais être capable ensuite de jouer, faire évoluer un petit client vers un moyen en jouant sur les répétitions, à quel moment je lui parle, comment, etc. C'est de la donnée, c'est de l'analyse de données. Et finalement, la partie média d'affichage, c'est la partie facile. Merci pour ces précisions. Je le disais en introduction, le retail média, dans les acteurs retail, online, offline, devient une activité structurante. C'est plus une activité accessoire qu'on va venir développer parce que ça va aider à booster un peu la marge. On est sur un dispositif qui est intégré complètement à un modèle économique. Oui. Comment tu perçois le marché par rapport à ça? Est-ce que les acteurs sont déjà bien conscients de ça? Les marques bien conscientes de ça? Quels sont les dispositifs qui sont réellement mis en place aujourd'hui d'un point de vue structurel dans les organisations? Je pense que déjà on peut distinguer un tout petit peu ce qui se passe aux US et ce qui se passe en Europe. Aux US, il y a des sites e-commerce extrêmement importants qui jouent à l'échelle et sur lesquels et dans un business sur lequel il y a assez peu de trade marketing. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des logiques de négociation de prix et tout passe essentiellement dans le prix. Versus ce qui se passe en Europe où il y a encore dans les négos souvent des contreparties. On va m'acheter ça, je vais avoir cette mise en avant au magasin. Ce qu'on appelle le trade marketing qui, dans son exécution, donc dans ce qui est visible pour un client, n'est pas toujours très différent de ce qui va relever du retail média. Et donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que retail média très digital aux US, très e-commerce, et donc énorme levier, versus une approche en Europe où le retail média doit être incrémental par rapport à ce qui existe déjà en trade. Et donc là, on a, une fois qu'on a dit ça, 2 niveaux de maturité chez nos retailers. L'incrémental, c'est une notion qui est fondamentale. Ouais. Tu peux la définir parce que peut-être qu'il y en a qui connaissent et peut-être qu'il y en a qui connaissent pas. C'est raison. comme l'attribution, c'est des gros mots entre guillemets qui sont structurants dans le métier du retail média. Absolument. Donc le point sur l'incrémentalité du retail média pour un retailer, c'est de s'assurer que sa baseline de revenus en trade marketing va être préservée et que les activités de retail média vont venir générer un revenu complémentaire, supplémentaire à ce qui existe déjà. Et donc la somme des deux,
doit bien entendu être supérieure à la somme du trade marketing seul. C'est vraiment la logique. Et plus un acteur va être mature, plus les budgets de trade vont basculer vers du retail média. Ce qui suppose deux choses, la maturité et le scale. C'est-à-dire que la taille du retailer va lui permettre de jouer beaucoup plus facilement en retail média versus des acteurs plus petits qui n'auront pas nécessairement la capacité à aller en retail média pour une raison assez simple en réalité, c'est justement la mesure de la performance. Comme je disais tout à l'heure, le retail média n'existe aujourd'hui pour un retailer, en tout cas dans sa première acception, parce que ça permet d'aller générer de la performance pour une marque. Je suis une marque, j'investis en retail média parce que vous avez la capacité de me démontrer que cet argent investi sur vos supports va générer plus de ventes que si je faisais une publicité en télé ou sur du digital classique. Comment définir l'éligibilité d'un retailer à faire du retail média? Est-ce qu'il y a une taille minimum? Est-ce qu'il y a un assortiment minimum? Comment on fait pour... Tous les retailers sont-ils éligibles à ça? Alors, c'est une vraie bonne question et je pense qu'il y a à peu près autant de réponses que j'ai de retailers, pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une question de catégorie. Si vous êtes sur des logiques pharma, par exemple, vous avez une capacité à aller faire du retail média avec un chiffre d'affaires ou une GMV finalement assez faible parce que vous avez un produit très spécifique et des marques qui ont des budgets importants avec des contraintes de diffusion extrêmement fortes, que ce soit en télé, en radio ou ce que vous voulez sur l'ensemble des médias. Donc là, vous avez un produit qui a une valeur extrêmement importante. Donc là, c'est très facile, très rapidement, d'aller générer du revenu en retail média. Quand vous êtes sur des catégories où vous êtes sur de l'électronique, par exemple, vous avez en face de vous Amazon, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une proposition de valeur équivalente à celle d'Amazon. Donc, la taille minimum pour être éligible à un vrai business de retail média est forcément beaucoup plus importante. Parce que vous avez besoin d'avoir un scale fort, une taille importante pour pouvoir diffuser un volume de publicité significatif à des prix qui sont somme toute assez comparables à ceux que propose Amazon pour générer une performance équivalente. Donc, la réalité, c'est qu'il y a presque autant de réponses que j'ai de retailers. Et j'ajouterais ce dernier point, qui est justement mon premier de la question précédente, sur celui du trade. Si vous avez déjà un business de trade important, laissez de la place à du retail média, qui donc se pratique à prix de marché, va être limité. Voilà. Donc c'est toujours une question de comment est-ce que dans des univers complexes du retail, on arrive à organiser au mieux la valorisation pour un retailer. Et nous, notre métier aujourd'hui, c'est pas forcément d'être un chantre du retail média, absolument. C'est de proposer à nos partenaires, à nos retailers, la bonne articulation pour aller générer des revenus qui ne généreraient pas sans nous. Sur la base de l'expérience que tu as, comment tu perçois l'intégration du retail média par les retailers qui sont éligibles à ça? Est-ce que par où c'est piloté? Est-ce que il y a nécessairement un besoin de gouvernance qui part du haut? On parlait justement de l'aspect structurel de l'intégration du retail média. Qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce qui fonctionne? Comme de ce que je peux constater dans le retail, c'est que les décisions doivent être motivées par la direction pour ensuite irriguer en dessous. Quand je dis motivé par la direction, c'est-à-dire qu'il faut donner du sens. Dans le retail, on est sur des métiers d'exécution, des métiers d'hommes, et j'ai pas croisé beaucoup de monde à qui on pouvait dire « tu fais ça parce que je te l'ai dit ». Il faut expliquer pourquoi. Y compris les grandes directions d'entreprise doivent pouvoir donner du sens à l'action demandée, parce qu'en fait, tout le monde travaille énormément, tout le monde travaille dans des univers et des organisations extrêmement complexes, et où il y a peu de marge. Donc il faut décider là où on va aller mettre le plus de poids pour avoir de l'impact. Et donc il faut donner ce sens. Donc ça, ce sens, souvent, il vient de la direction générale qui dit étudier sérieusement la manière d'adresser ce sujet. Et là, se pose la question de comment, compte tenu de ce qu'on fait déjà, on doit organiser les choses pour aller chercher une valeur qui existe. De temps en temps, aller sur le site internet en organisant un zoning. De temps en temps, c'est d'utiliser la donnée pour aller diffuser à l'extérieur des assets d'un retailer, puisque le premier asset, c'est la data. Si vous avez une base de données importante, vous êtes capable de parler à vos clients sur Meta, sur TikTok, sur le Figaro, c'est possible.
Donc ça a une valeur. Donc c'est comment est-ce qu'on, compte tenu des assets existants et de notre propre organisation, de notre ADN, on est capable d'aller adresser des poches de revenus incrémentaux. Comment on pilote la performance justement de ce retail media? Si c'est intégré complètement dans une infrastructure business, que ça vient compléter le dispositif de vente, ça s'intègre au catalogue. Alors là, évidemment, online, c'est très facile de l'imaginer. Offline, on va en parler, parce que c'est aussi l'avenir du retail média. Absolument. Un certain nombre d'acteurs s'est lancé dans le déploiement de dispositifs. Si c'est physiquement, on le voit, il faut des écrans. Et il y a aussi un dispositif technique, technologique. La tech, important, tu parles de la data, mais c'est lié à la tech. Et comment on organise, comment les retailers qui fonctionnent bien organisent cet ensemble de dispositifs? Alors, c'est souvent là qu'ils font appel à nous. Parce que le point clé, effectivement, c'est le service et la technologie. Et j'ai envie de dire les technologies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule plateforme qui permet de traiter l'ensemble des sujets de manière, entre guillemets, holistique et omnicanale. Parce que c'est beaucoup de données différentes, c'est des signaux différents, c'est des canaux de diffusion différents qu'il faut réconcilier. Donc, la réalité, c'est que le retail média agrège quasiment ce qu'il y a de plus compliqué en retail et ce qu'il y a de plus compliqué en adtech. Et donc, on a des équipes qui doivent être extrêmement spécialisées, qui sont objectivement difficiles à recruter, difficiles à conserver. Et ça explique aussi pourquoi c'est compliqué pour un retailer seul de constituer des équipes suffisamment expertes qui vont être capables de gérer plus d'une dizaine de technologies ou de plateformes différentes pour proposer un service, on va dire, cohérent et intéressant à ses clients, à ses marques. À ses clients, j'entends marques, fournisseurs. Donc c'est là où ils font appel à nous. Parce qu'en fait, c'est compliqué à traiter. Et donc nous, on traite cette complexité pour le compte de nos partenaires. Et c'est là où on va aller justement traiter la partie online. Online, ça veut dire diffuser des bannières sur le site, mais également des sponsors products, s'interfacer avec le catalogue produit du retailer pour afficher des bannières pour lesquelles on peut acheter le produit en cliquant dessus. Donc ça présuppose qu'il soit en stock. Parce que l'annonceur, la relation avec l'annonceur, c'est vous qui la... Aujourd'hui, on a deux types de métiers. On a effectivement notre premier métier qui est de traiter l'ensemble de la chaîne. On va aller intégrer la technologie, la commercialiser les inventaires auprès des marques et ensuite rémunérer le retailer comme le ferait une régie finalement assez classique. Et ensuite, on a un système où on propose la technologie à un retailer qui va pouvoir lui-même commercialiser en retail média ou en trade, mais en tout cas utiliser nos solutions pour diffuser ses propres campagnes et éventuellement nous demander sur certaines parties de business, sur du non captif, sur de l'activation de données. Ils vont nous demander à ce moment-là d'opérer pour eux et de commercialiser. Donc on a vraiment quelque chose qui doit être modulaire et qui doit s'adapter à la réalité de l'organisation du retailer et à son propre business. C'est comme ça qu'on est capable d'aller générer de la valeur. Comment le retailer mesure, gouverne la performance du dispositif qui est déployé? Oui. Est-ce qu'il y a des dashboards qui lui permettent de lire cette performance? Est-ce que on va aller retrouver à la fois tu parlais d'omnicanalité, oui. Donc le dispositif online et potentiellement le dispositif offline. Comment on sait que la donnée qu'on a collectée avec la carte de feed dans le magasin Carrefour, on va pouvoir la réutiliser en ligne. Tout ça, il le voit quelque part. C'est hyper important, j'imagine. Ouais, c'est hyper important. Ils voient plusieurs choses. Déjà, ils voient les revenus que ça leur génère. Et ensuite, pour tout ce qui va être mesure, c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'ils ont des choses qui leur permettent de mesurer l'incrément de revenus que ça va leur permettre de générer au-delà de la marge que génère le retail média. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le retail média est quelque chose qui est performant. Donc, quand vous générez 1 euro en retail média, vous générez entre 4 et 7 euros de plus sur vos ventes. Donc, c'est un effet démultiplicateur, y compris d'accélération du business, du core business de nos partenaires. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et pour répondre à ta question sur la mesure, c'est plus compliqué pour 2 raisons. Dès qu'on va être sur, je mesure de l'activation on-site, donc sur mon site e-commerce, je mesure
si j'ai eu des ventes incrémentales, etc., ça s'est intégré à la plateforme, c'est extrêmement simple. Oui, si on veut faire on-site plus off-site, donc off-site, c'est j'utilise des données pour diffuser de la publicité à mes clients en dehors de mes univers, donc sur le Figaro, sur l'équipe, sur Meta, c'est intégré directement à la plateforme. Dès qu'on veut aller sur des choses un peu plus omnicanales, donc je diffuse sur le site, je diffuse à l'extérieur de mon site et je diffuse une publicité en magasin, là, il y a des prérequis qui font que la mesure doit être souvent quand même encore ad hoc. Et c'est presque une des dernières barrières qu'on est en train de franchir. On a annoncé une INO il y a un petit mois justement qui permet de gérer tout ça directement sur la plateforme. Et c'est a priori pour le moment quelque chose qui est complètement unique puisque personne ne l'a fait. Donc voilà, on continue d'innover sur ces sujets-là. J'ai une question qui est liée au déploiement, mais avant de te la poser, ce dispositif de Retail Media, quand il est déployé, il va aller faire appel à des notions de disponibilité de stock, de comportement d'achat, de pricing, d'organisation. Il y a énormément de flux qui viennent se rencontrer pour pouvoir faire quelque chose de pertinent. Ouais. D'où, je vais te laisser répondre là-dessus, parce que pour amener ta réponse sur le déploiement, comment tout ça s'imbrique dans le dispositif? C'est un joli bazar. C'est pour ça qu'on est là. On est payé pour gérer le bazar. Non, t'as raison. Déjà, le prérequis, c'est qu'on n'affiche pas une publicité si le produit n'est pas en stock. La promesse, c'est j'affiche la publicité pour un produit qui peut être acheté immédiatement. Donc la première des choses à faire, c'est d'être interfacé avec le stock. Ça peut paraître simple. Quand vous êtes sur du non-alimentaire, en général, vous avez 3 à 4 entrepôts. C'est facile. Quand vous êtes sur de l'alimentaire, l'entrepôt, de temps en temps, c'est le magasin. Donc vous pouvez avoir sur un front, donc sur un seul site, vous pouvez avoir jusqu'à 2000 magasins en réalité derrière. Là, on complexifie un tout petit peu la gestion des stocks. Et surtout, à chaque fois que je vais lancer une campagne, je vais augmenter les ventes de 30 à 60%. Donc si j'ai pas prévu, en fait, en amont, quasiment 2 mois à l'avance, d'approvisionner mes magasins avec les produits pour lesquels je vais faire la promotion, au bout de 3 heures de campagne, je suis out of stock. J'ai plus de produits en rayon. Donc je peux plus diffuser. Donc en réalité, on doit aussi traiter la logistique si on fait correctement les choses. Parce que la pub, ça marche. Je vous l'apprends peut-être, mais la pub, ça fonctionne vraiment. Et donc en fait, on doit traiter en amont toute la chaîne logistique pour s'assurer que les produits vont être en rayon au moment où on va lancer la pub. Et ça, c'est absolument clé. Bien sûr. Et ensuite, c'est pas fini. C'est-à-dire qu'ensuite, on doit s'assurer que le produit pour lequel on va faire la promotion, il est pertinent pour le client. Donc, si je cherche un soda et que je vous affiche du saumon, ça va marcher beaucoup moins bien. Donc, je dois m'assurer que de la pertinence de la publicité. Donc là, on va utiliser les données du CRM. Et là, je vais utiliser des logiques de bidding, puisqu'on est en bid, donc on est aux enchères. Donc là, je vais regarder en fait par rapport aux historiques de vente, etc., quel est le produit le plus performant, par rapport éventuellement à l'individu. On va croiser plusieurs données pour s'assurer que ce qu'on fait est cohérent. Et ensuite, il y a un dernier point qu'il faut considérer, c'est l'appétence de l'utilisateur par rapport à une marque donnée. Si vous faites une recherche sur, des pâtes, je vais vous mettre une grande marque de pâtes très très connue qui vous êtes en confiance, je vais cliquer, je vais vous mettre une marque obscure produite dans un pays avec des normes sanitaires pour le moins discutables, peut-être qu'il va être moins pertinent. Admettons que ce produit moins pertinent et discutable mette une enchère à 10 fois supérieure à la marque nationale extrêmement connue et robuste. Ça, je ne peux pas privilégier la marque inconnue au bataillon et douteuse. Donc là, par rapport à la pertinence, je dois avoir des algorithmes qui vont être capables de calibrer l'appétence d'un client à aller vers une marque plutôt que de l'autre. Quand on est sur des produits techniques, c'est encore plus complexe. Prenons l'exemple du bricolage, tu le citais tout à l'heure, sur un gros retailer dans le bricolage, on en a quand même quelques-uns en France. Le besoin exprimé, il n'est pas forcément lié à une marque, il est lié à un besoin, de peinture pour repeindre une chambre. Absolument. C'est plus complexe de pousser les produits là ou c'est plus simple? Ça rentre dans le même... il n'y a pas une différence fondamentale. Il n'y a pas une différence fondamentale. Ce qui après peut jouer, c'est le dernier point, c'est qu'on peut après
prendre les besoins d'un retailer. Le retailer peut très bien dire, moi je veux que mes marques propres soit apparaissent plus régulièrement, etc. Donc on peut après jouer sur 2-3 choses. On peut décider que certains produits n'apparaîtront que dans la catégorie concernée, pour éviter de se retrouver avec des promotions pour la bière dans les couches pour bébé, par exemple. Donc après, on a une capacité à maîtriser les choses et à répondre finalement assez fidèlement à ce que veut le retailer. À la fin, le retailer est toujours chez lui. Nous, on exécute pour lui. Voilà. On parlait des chiffres tout à l'heure, on parlait de plus de 1 milliard, 1,3 milliard. Ceux qui les font, ces chiffres, ce sont les annonceurs. Oui. C'est eux qui investissent. Comment tu vois cette évolution à la perception que les annonceurs ont des dispositifs activables dans le retail média? Est-ce qu'il y a des arbitrages budgétaires qui se font en faveur du retail média avec une réallocation sur ce canal d'acquisition plutôt que sur d'autres? Quels sont les mouvements, les tectoniques qu'on voit aujourd'hui en France et est-ce que tu as des éléments de comparaison avec d'autres pays? Tu parlais tout à l'heure des US, pour pouvoir un peu éclairer cette réalité. Alors, effectivement, si on prend le marché européen, c'est à peu près 12 milliards. Il y a à peu près la moitié au UK, un tiers en Allemagne, à peu près 10% en France, 5% en Espagne, et le reste est ventilé sur le reste des pays. Comment on explique cette réalité? En fait, le marché UK est structurellement très important d'un point de vue publicitaire, pour une raison qui reste à élucider. J'aurais tendance à dire qu'on y duplique assez facilement finalement les modèles américains et donc les budgets ou les enveloppes budgétaires par habitant ou autres qu'on peut avoir aux US. L'Allemagne, c'est un énorme marché. Ça a toujours été. Et la France a toujours été le troisième marché. Aujourd'hui, un peu plus publicitaire. C'est drôle parce que c'est quand même les leaders mondiaux de la publicité sont bien français. Publicis, qui est partie prenante chez Unlimitail. Donc voilà, les trois marchés, c'est ce historique. Je t'ai coupé, pardon. Je te redonne la parole sur comment les annonceurs justement perçoivent ça et investissent. Il y a bien des arbitrages qui se font en faveur du retail média aujourd'hui. On le voit, on continue d'être en croissance dans un marché qui est quand même finalement assez flat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance sur le digital est très 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 fortement tirée par les GAFA, donc les très grands groupes américains qui captent, je crois, plus de 80% de la croissance. Le reste de la croissance est très fortement orienté sur la CTV, donc tout ce qui est télé, et le retail média. C'est vraiment les deux produits qui tirent la croissance du marché en dehors des GAFA. Et le retail média a cet incroyable intérêt de pouvoir mesurer la performance. Et donc, dans un marché qui est de plus en plus orienté vers la performance, vers la rationalisation des investissements, le retail média répond quand même extrêmement bien à cette problématique, d'autant plus que le retail média qui a été pensé au début comme étant un produit de pure performance avec du sponsor product, etc., est en train d'irriguer l'ensemble des médias. Nous, aujourd'hui, si je regarde ce qu'on fait avec la donnée, la data, elle doit être liquide. C'est-à-dire que la donnée, oui, je vais l'utiliser sur le site, mais j'utilise également à l'extérieur du site. C'est-à-dire quand on a les bons consentements sur les programmes de feed, on est capable d'utiliser la donnée absolument partout pour pouvoir parler correctement au client là où il se trouve. Donc en CTV, sur les réseaux sociaux, sur les sites médias, etc., etc. En dehors de l'écosystème du retailer. Exactement. Et ça nous permet de nous décaler d'un univers qui est retail média très tiré par la performance vers un univers du média où la promesse devient d'adresser le bon message à la bonne personne, mais en sachant vraiment qu'on parle à la bonne personne. Parce que la donnée est déterministe. Et ça, c'est extrêmement important. Par rapport aux enjeux de cookies tiers, comment ça se... C'est une réponse, en fait? Alors, c'est une réponse dans la mesure où on a des ID. Et donc, mécaniquement, je ne suis pas dépendant des cookies tiers. C'est extrêmement important. Ça a son importance. Oui. Est-ce qu'il y a des annonceurs types qui sont plus à l'aise avec ça? Tu parlais tout à l'heure de la food, mais il n'y a pas que la food. Et le retail média, il a commencé par là. Oui, chez vous, il y a Carrefour qui est bien présent, mais c'est plus qu'un tiers du business.
comment on les perçoit? Est-ce que c'est les annonceurs traditionnels, les annonceurs qu'on voit un peu partout, les gros acteurs qui habituellement, hein, alors évidemment il y a la grande distribution, il y a les banques, il y a les constructeurs automobiles, les télécoms qui sont des secteurs clés en termes d'annonceurs, d'un point de vue annonceur. Est-ce qu'on les retrouve là aussi dans le retail média ou est-ce qu'on a un nouveau type d'annonceur qui se trouve beaucoup plus enclin à aller investir là-dedans parce que, justement, la performance était quelque chose qui lui tenait à cœur, qu'il ne retrouvait peut-être pas chez les GAFAM, et qui, là, se dit « Ah, bah alors je vais peut-être y aller ». En général, il retrouve la performance chez les GAFAM. Et c'est un tiers de l'ad spend digital qui, pour Carrefour. Carrefour, sur la partie in-store, continue d'être majeur chez nous. Et en revanche, j'ai bien 2 tiers sur le digital qui est en dehors. Pour répondre à ta question, en fait, la promesse du retail média, c'est d'afficher une publicité pour un produit qui est vendu par un retailer. Donc, nos premiers clients sont toutes les marques qui se vendent en ligne. Et donc, mécaniquement, un tout petit peu moins les services. Les banques, l'assurance, le travel. En revanche, ceux-là viennent aujourd'hui pour la donnée dans des logiques justement plutôt off-site. Donc en fait, tout ce qui va être, nous on appelle le non-endémique, vient beaucoup en activation parce qu'en fait, ils savent vraiment à qui ils vont parler. Donc là, c'est intéressant pour eux. C'est pour ça que c'est fondamental que tu l'expliques. Pourquoi ? Parce que pour un retailer, c'est sortir de sa logique d'écosystème interne. Absolument. Avec les marques avec lesquelles ils travaillent, Absolument. Qui très logiquement et naturellement vont venir utiliser le dispositif. Mais là, on sort de cet écosystème-là et on va pouvoir adresser des annonceurs nouveaux. Donc, le modèle économique du retail média, il explose. Il explose. C'est-à-dire que il y a un point que j'ai pas mentionné que je vais compléter, mais le non-endémique, c'est un vrai levier à partir du moment où vous êtes suffisamment gros pour être légitime d'un point de vue du média. Bien sûr. Et donc voilà. Donc ou bien vous vous associez à des gens comme nous qui ont une capacité à agréger et donc à vous donner une masse critique finalement, ou bien tout seul c'est très compliqué d'être pertinent pour une marque non endémique. Et ensuite il y a tout un tas de petites marques qui font assez peu de médias, qui font beaucoup de GAFA en self-service, qui viennent chez nous parce que justement on a des outils qui sont en self-service. Donc vous pouvez avoir, j'ai des gens qui sont des pralines à Nîmes, qui investissent chez nous directement sur la plateforme. C'est des gens à qui on n'aurait jamais parlé auparavant. Mettent leur CB, ils achètent. Et c'est facile, c'est pratique. Donc voilà, il y a aussi finalement une long tail de marques qui seraient jamais venues chez nous sans ça. On a commencé à en parler en filigrane dans tous nos propos, le retail média en magasin. C'est un axe de développement très fort chez vous et de façon générale sur le marché. Est-ce qu'on suit la même mécanique ? J'ai envie de dire peut-être pas forcément, mais peut-être que tu vas me dire si, dans la mesure où quand tu rentres dans un magasin et que tu vois une pub sur un écran, dans quelle mesure elle t'impacte de la même façon que quand tu l'es en ligne et qu'en fonction de ton comportement de navigation, ça va être plus pertinent. Bref, comment ça se passe offline, en magasin ? Pourquoi c'est un relais de croissance ou comment dire un futur certain pour le retail média? Alors, c'est un tout petit peu plus qu'un relais de croissance, puisqu'aujourd'hui, sur les retailers qui sont les brick and mortar, donc les legacy retailers qui ont des magasins, c'est à peu près la moitié du business de retail média. Donc, on est déjà sur quelque chose qui est extrêmement significatif. Et ce qui est intéressant d'ailleurs de noter, c'est que les performances, donc ce qu'on va appeler le return sur la spend, donc le retour sur investissement, est très similaire en ligne. Quand vous êtes sur un magasin en ligne e-commerce et dans un magasin physique, le retour sur investissement est très très proche. Donc on reste sur des logiques de 3 à 7. Okay. Donc en fonction des produits, des catégories, de la marque, de tout un truc, mais donc c'est très similaire en termes de performance. La seule différence, c'est que en digital, on va aller faire un ciblage en one-to-one finalement à l'individu, alors que dans le magasin, on va cibler des audiences. Mais finalement, on va traiter la donnée de la même manière pour savoir ce qu'on diffuse, à quel endroit, où et quand. Et comment on fait l'attribution en magasin ? Puisque en fait, on a toujours les transactions et j'ai une carte de feed. Donc, mais si tu n'as pas ta carte de feed, j'ai quand même la transaction. Je sais si le produit a été acheté ou pas. Donc là, je vais utiliser des fenêtres de temps. Si j'affiche une pub pour
un fromage à l'ail le matin et que je mesure, je suis sympa, je donne pas de marque, et je mesure que dans une fenêtre qui va de une demi-heure à 1 heure et demie après, mes ventes ont augmenté de X ou Y. On a un signal assez fort qu'il s'est passé quelque chose, d'autant qu'on le mesure avec des magasins tests qui, eux, ne sont pas sur lesquels on diffuse pas. Donc, on a des méthodologies qui nous permettent très, très efficacement de démontrer en fait la pertinence de la publicité. Donc ça, c'est très facile de mesurer la perf, également en magasin. Enfin, très facile, ça demande un tout petit peu d'outillage, on va dire, et d'algorithmie, mais on sait faire. Comment on fait le déploiement du retail média en point de vente ? Il y a une infrastructure technique, là, il n'y a pas que la techno, il y a du hardware qui a déployé. Est-ce que c'est vous qui le faites ? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont spécialisées ? Comment on fait concrètement ? Et là, pour ceux qui nous écoutent, ils disent, j'ai envie de faire un test, j'ai envie d'y aller. Alors, le plus simple, compte tenu du bazar que c'est de me passer un coup de fil. Et on sera ravis de les accompagner. Plus sérieusement, ça fonctionne exactement comme pour du digital. Du digital, vous tirez un câble avec votre plateforme vers le catalogue. Et ben là, en fait, je tire un câble électrique. Tout simplement, en fait. Je vais tirer un câble Internet aussi, parce que le Wi-Fi en magasin marche pas souvent très bien. C'est un investissement qui est lourd quand même. C'est significatif. C'est des investissements qui peuvent être significatifs, pardon. Et ensuite, donc, les questions qui vont se poser, c'est est-ce que tous mes rayons sont électrifiés ou pas ? C'est quelle est la taille du magasin ? Et ensuite, quel est l'optimum de dispositifs publicitaires à mettre dans un magasin ? Alors, je peux mettre 200 écrans dans un magasin. On a fait des tests divers et variés. C'est pas toujours là qu'on va trouver l'optimum de business model. Donc, ensuite, ce que tu dis, c'est le respect aussi du consommateur. Oui. Dans quelle mesure on a envie d'être noyé en tant que consommateur par des sollicitations ? Exactement. Et ça peut provoquer l'effet inverse. Donc, Exactement. il y a un juste milieu à trouver pour pouvoir faire déployer le dispositif. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à peut-être n'importe quel autre dispositif publicitaire, c'est que tout est basé sur de la performance. Donc le respect de l'utilisateur est fondamental. C'est en fait, on ne peut rien faire qui vienne le perturber. On doit s'inscrire parfaitement dans son parcours d'achat, que ce soit en ligne, en magasin. Si on a le malheur de disrupter son parcours d'achat, on détruit de la valeur. Ouais. Pour tout le monde. Ouais, Donc en fait, et comme on le mesure, on évite de le faire. Si un retailer vient te voir et te dit Alexis, j'ai besoin de déployer ça dans mes points de vente. Oui. J'en ai 150, 350 en France. Est-ce que tu lui conseilles de déployer ça de façon progressive ? Est-ce qu'il y a un minimum de points de vente pour avoir une rentabilité ? Au bout de combien de temps on peut imaginer avoir une rentabilité ? Comment on répond à ces questions ? Est-ce que c'est des vraies questions on est vraiment dans le concret. Non, c'est des questions extrêmement concrètes. Déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, comme pour le digital, il y a un effet de taille de parc. Si vous avez 3 magasins avec 12 écrans, il va rien se passer. Vous êtes trop petit, vous n'existez pas. Donc en fait, il faut encore une fois être significatif sur sa catégorie. Voilà. Donc il faut un minimum de magasins, effectivement, équipés d'un minimum d'écrans pour pouvoir être considéré par les marques et les agences. C'est comme pour n'importe quel autre média. C'est aussi simple que ça. Il faut déployer de façon régionale ou en fonction de la taille du point de vente, de la fréquentation du point de vente, de la zone de chalandise. Est-ce que c'est un mix de tous ces critères ? C'est un mix de tous ces critères et qui est très dépendant de la nature du distributeur. C'est-à-dire que si on prend les écrans, il y a plus de revenus aujourd'hui sur Paris et dans les très grandes agglomérations que dans le Cantal. Bon, c'est un fait. Donc, s'il faut privilégier des magasins, peut-être qu'on va s'orienter vers ceci. Mais peut-être que dans le Cantal, comme il n'y a pas grand-chose, vous avez peut-être un très gros magasin qui drive un trafic absolument phénoménal. Et peut-être qu'il sera intéressant parce qu'il générera de la performance et du volume pour les marques qui viendront y investir. Donc, en fait, on a des matrices qui nous permettent de prendre magasin par magasin. Ce qu'on fait concrètement. En fait, c'est votre rôle, c'est d'accompagner les retailers des méthodologies, dans bien sûr. Le déploiement online ou offline. Bien sûr. C'est long un déploiement. Ça dépend Ça n'est qu'une question d'argent. Okay. Et de compétences aussi.
En interne, il y a oui, besoin d'avoir un relais en interne. Pour ce qui est physique, il faut s'assurer de la communication auprès des directions de magasins. Parce que vous pouvez arriver, mais qui vient de dire bonjour, j'ai installé un écran. Je sais pas qui t'es, tu sors. Donc, c'est des cas très concrets. Hein. On m'a pas prévenu, je sais pas qui vous êtes. Allez, on repasserait demain. Voilà. Donc, il y a besoin ça se d'une prépare. coopération et Ça se prépare. Et d'un pilotage de tout ça. Donner du sens. C'est vraiment. Donner du sens. On est sur un métier. On est beaucoup moins média que retail. Donc on est sur des métiers d'exécution, qu'ils soient online, qu'ils soient physiques. C'est de l'exécution, c'est des hommes. C'est vraiment et de la data. Allez, c'est peut-être ça qui change. Et encore pas tant que ça, parce que dans le retail, il y a quand même maintenant des capacités de traitement de données extrêmement importantes. Donc c'est exécution, c'est des hommes et de la data. Voilà, ça n'est rien d'autre. Alexis, merci beaucoup pour ce mot de la fin, ce partage. Si on veut rentrer en contact avec toi, évidemment, on peut passer par moi, c'est ce que je dis à tout le monde, mais bien sûr. Est-ce que LinkedIn, c'est le bon moyen ? LinkedIn, c'est un bon moyen. Vous pouvez aller sur notre site internet, puis si vous m'écrivez sur LinkedIn, je serai ravi de vous répondre. Bon, Alexis, merci. Chers auditeurs, merci beaucoup pour la fidélité avec laquelle vous regardez, écoutez l'ensemble de ces émissions. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn bien sûr, mais aussi Facebook, Insta et TikTok. N'hésitez pas à partager et à commenter. J'attendrai avec plaisir les messages que vous pouvez me faire parvenir pour les sujets de retail média et de façon plus globale de retail et de e-commerce. À très bientôt, Alexis. Merci pour tout. Merci Cyril. Salut.